Bon, alors, écoutez, je suis ravi d'être ici. J'étais là quelques jours pour un banquet qui n'était pas républicain, mais platonicien, qui était très sympathique. Je revois quelques têtes et quelques familiers des conférences parisiennes, que j'ai toujours plaisir à saluer. Voilà. Et la présence aussi de quelques amis qui va me modérer dans ma volonté que j'avais de dire des choses un petit peu non conventionnelles, parce que c'est vrai que euh, cette célébration du cerveau aujourd'hui est, je trouve, un peu excessive quand on sait ce que le cerveau est capable de produire. Je trouve que très souvent, il n'y a pas de quoi s'en vanter et les sciences cognitives n'ajoutent rien aux qualités de ce cerveau. Alors, effectivement, lorsque j'examine la question du propre de l'homme, qui m'a intéressé avec un de mes co-auteurs, dont vous avez récemment entendu parler, qui s'appelle Luc Ferry, donc cette question du propre de l'homme, il m'apparaît que la vraie rupture avec l'animal ne s'accomplit pas dans le domaine des performances techniques ou intellectives, mais dans celui des sentiments où domine la compassion, dont je n'hésite pas à dire qu'elle constitue le fondement de l'humanité. Alors, dans le sens où je l'entends, avoir de la compassion signifie non seulement partager avec autrui les peines qui l'affligent, mais aussi se réjouir de ses plaisirs. Alors on me dira que l'homme est avant tout un être de raison. Certes, mais que cet admirable logicien soit dès sa naissance livré à la solitude ou que des causes organiques viennent empêcher le développement normal de son cerveau ou tout au moins de recevoir convenablement la présence de ses congénères, je pense par exemple à l'autisme, et voilà cet homme empêché dans le plein exercice de son humanité. Alors la première chose que je dirais, et ce sera à peu près le thème constant de mon exposé, l'homme ne peut pas se passer de l'homme. L'autre le constitue dans son être en un sens immanent. Alors bon, je me pique de philosophie quand il n'y a pas de philosophe dans la salle. Donc si j'emploie des gros mots comme essence, substance et immanence et transcendance, ne le prenez pas trop au sérieux. Je ne suis quand même malgré tout, bien que je trahisse un peu de temps à autre, qu'un homme de neurones. Alors donc le trafic des passions, et là je reviens à mon thème de prédilection, entre les individus importe davantage que le commerce des idées pour fonder une communauté dans laquelle chacun trouve les conditions de son existence. Les biologistes spécialistes des animaux, sociaux, qu'on appelle des sociobiologistes, pas les animaux, les chercheurs, parlent d'altruisme, parlent de sacrifice. Ce sont des mots un peu biaisés parce que vous voyez tout de suite que s'agissant de l'animal, il y a là une sorte d'anthropomorphisme ou d'anthropocentrisme qui, a priori, est une des choses très gênantes dans cette biologie qui prétend résoudre les problèmes que pose l'humain. Alors, les biologistes spécialistes des animaux, de l'altruisme, du sacrifice et d'autres qui étudient les émotions, montrent la place de celles-ci dans les comportements qui lient ou font s'affronter les individus. Mais vous conviendrez avec moi qu'il n'y a pas de bête au monde qui soit capable, comme l'homme, de mourir dans la passion ou de vivre pour l'amour de son prochain. Celui qui fait violence à autrui, c'est l'autre point, appartient à la même espèce que l'homme de compassion. Il n'y a pas des hommes méchants et des hommes bons qui constitueraient deux espèces différentes, sinon ça se saurait. Ce que les éthologistes appellent l'agression intraspécifique, c'est-à-dire la menace ou l'affrontement entre les individus, est monnaie courante chez les animaux. Mais l'humain seul est méchant et animé par la haine, forme grimaçante et retournée de l'amour. Alors j'appellerai, et j'en parlerai un peu, bien que j'ai
beaucoup écrit ces derniers temps là-dessus, j'appellerais contre-passion. Contre-passion, c'est un néologisme qui est la version négative de la compassion pour souligner l'absence de différence intrinsèque entre l'une et l'autre de ces formes de vie. L'homme n'est pas plus bon naturellement qu'il n'est mauvais de naissance. Il y a des philosophes qui penchent pour la première thèse ou pour la seconde thèse. Je peux les renvoyer dos à dos. L'homme est l'un ou l'autre, et souvent les deux à la fois, alternativement ou simultanément, dans les mouvements contradictoires de sa psyché. Alors voilà un bien grand mot chez les biologistes, et chez certains biologistes très positivistes, qui ne supportent guère le mot de psyché quand on sait que psyché, en grec, ça veut dire âme, avec un accent circonflexe. Donc, ce dernier terme est tellement enrubanné de spiritualité, de métaphysique et de théologie qu'il passe généralement pour une incongruité sous la plume d'un biologiste. Je ne ferai pas cette conférence dans certains endroits où je risquerai quand même plus que je ne risque ici, où je sens flotter comme un air de spiritualité, bref, d'humanisme qui n'est pas la règle dans tous les départements de neuropsychologie ou de neurobiologie. Alors, je vais, pour vous distraire un peu, parce que j'aime bien raconter les histoires, vous raconter donc la légende de Psyché, telle que vous pouvez la retrouver dans Ovide ou dans Apulée, un ouvrage qui s'appelle Landor, que quelques-uns d'entre vous ont probablement lu. Alors, bon, je sors un petit peu de mon rôle de neurobiologiste pour vous raconter, mais ce n'est pas gratuit, qui était Psyché. Psyché était une jeune fille, c'était, comme ça se faisait beaucoup à cette époque, la fille d'un roi et d'une reine, qui avait d'ailleurs 3 filles, et elle était la dernière, mais elle était aussi la plus belle. Bon, les 2 sœurs, qui sont des garces, vont lui jouer de sales tours par la suite, je ne rentrerai pas dans les détails. Toujours est-il que il a été question de marier Psyché, on l'a exposée un peu sur un rocher. Et elle était tellement belle que la jalousie de Vénus, déesse de l'amour, s'est exprimée brutalement, et elle a donc chargé son fils, Eros, l'amour, le Cupidon, avec ses petites flèches, d'aller transpercer cette mortelle qui se prétendait, ou qui était tout simplement plus belle qu'elle, de façon à la promener, quoi. Alors, c'est une histoire à rebondissement, parce que Psyché va finalement, Eros va tomber finalement amoureux de celle qu'il a transpercée de sa flèche, mais la condition est que elle ne doit pas le voir. Donc, il la possède la nuit, et avant que le jour se lève, il s'envole, puisque, comme vous le savez, l'amour a des ailes, donc il s'envole. Et puis, il y a les 2 méchantes garces qui viennent la voir, qui sont bien jalouses et qui lui suggèrent, et c'est là où on voit la faiblesse de Psyché, et où on voit bien ce qu'il y a de spécifiquement humain chez elle, de quand même regarder son amant, son mari, qui est peut-être un horrible monstre, un serpent, quelque chose. Vous voyez, le serpent déjà, alors, c'est une mythologie qui est pour les psychanalystes l'objet d'une salivation permanente et d'une jouissance absolument fabuleuse. Donc, la belle, finalement, prend une lanterne et découvre le dieu, si beau. Et celui-ci se réveille, furieux. Il va s'enfuir, mais en s'enfuyant, il renverse la lampe à huile dont elle s'est servie pour l'écraser et se brûle à l'épaule. Une brûlure terrible qui va le maintenir au lit, enfin, tout au moins
dans l'Olympe. Et sa mère, évidemment, est furieuse et va traquer de sa haine, va poursuivre la pauvre Psyché. Elle l'a fait torturer, fouetter par ses 2 servantes qui ont inquiétude et tristesse, et lui impose des travaux impossibles qui sont à l'égal des travaux d'Hercule, dont elle s'acquitte toujours, cette brave Psyché, avec beaucoup de constance. Elle est malheureuse, elle va être consolée quand elle veut se tuer, se noyer. Il y a le dieu Pan quand même, côté un petit peu trivial de la chose. Vous savez que Pan est bien pourvu. Que fait-il pour exprimer sa compassion à la belle mortelle ? Bon, la légende ne le dit pas, toujours est-il qu'elle repart de plus belle, et toujours dans la nostalgie de son amant perdu. Elle doit descendre aux enfers, c'était à l'époque un rite absolument indispensable pour tous les héros, et elle en revient avec des péripéties que vous devinez. Et finalement, la belle âme réussit tellement toutes ces épreuves que Jupiter, alerté, lui pardonne, malgré tout le mal que peut lui en dire Vénus, et il ne peut lui refuser l'immortalité. Il lui fait donc boire une gorgée d'ambroisie. Il suffit d'une gorgée d'ambroisie. Et ça se conclut ainsi. Psyché passa selon les règles sous la puissance de l'amour, et lorsque le moment fut venu, donc avec Eros, il leur naquit une fille nommée Volupté. J'espère que vous trouvez cette histoire jolie. Et elle me sert je dirais, de support pour vous expliquer un peu ce qu'est cette Psyché dans tous ces états dont je vous ai promis de vous parler. Alors, vous voyez que cette histoire est tout à fait complète. Vous suivez toujours, mademoiselle ? Bon. Que cette histoire est tout à fait complète et qu'il y a jalousie, méchanceté, colère, violence, la mort, évidemment, désir, curiosité. La cause première des malheurs de Psyché, bon, elle a donc surpris cet amant. Elle aurait très bien pu continuer à faire l'amour dans le noir, comme la plupart probablement des gens dans cette salle. Et de compassion, puisqu'il y a cette histoire de Pan qui console la belle menacée de se désespérer, de volupté bien sûr, puisque c'est le fameux de l'histoire, mais il n'est jamais question de raison. À aucun moment ces êtres, qu'ils soient des humains ou des dieux, ne sont raisonnables. Tout ça n'est pas raisonnable. Le royaume, alors, dans lequel, évidemment, vous l'avez compris, se déroule ce conte, c'est bien entendu le cerveau. Tout ça ne peut se passer que dans le cerveau, et je ne contesterai pas la neurobiologie contemporaine de l'affirmer. Mais ce qui déjà commence à me chiffonner un peu dans les variantes modernes de ce conte, c'est que, en réalité, Psyché, par ces modernes savants dont je vais vous parler, chasse Psyché de son royaume, c'est-à-dire du cerveau. Le cerveau a perdu Psyché, et ils l'ont tué essentiellement par leur théorie, par leur discours. Vous savez, le moyen qu'ont les hommes le plus terrible pour détruire les hommes ou les femmes, et injonction pour elles de ne plus revenir dans le cerveau. Donc la psyché est interdite, c'est pour ça que je vous en parle. Alors, des savants que je qualifierais de taxidermistes, je ne nomme personne, mais je sais qu'il y en a peut-être un ou deux cachés dans l'assistance, qui naturalisent la belle, naturaliser le psychisme, c'est un objectif. Alors vous savez ce que ça veut dire, naturaliser, en un mot, c'est empailler. C'est-à-dire qu'après l'avoir tué par leur discours, ils éradiquent les affects, exactement comme les taxidermistes éliminent les tripes, les organes, les viscères de l'animal qu'ils veulent naturaliser, et ils la découpent à une multitude de lambeaux, ils appellent ça des modules, et les cousent ensemble afin d'obtenir l'illusion de la vie jusque dans les attitudes et les expressions qui donnent ainsi à ce
ce cerveau, à cette psyché, un semblant d'animation, et entretiennent la fiction d'un sujet. Alors, cette fable sans malice, vous le comprenez, vise la volonté affichée par certains philosophes nerveux, je veux dire neurophilosophes, de naturaliser le psychisme. Alors, il se réfère à une organisation du cerveau en modules, sous-modules. Je pense que vous avez visité l'exposition. Le cognitivisme règne, mais c'est un cognitivisme qui est lui-même biologisé de façon remarquable, et donc vous apprenez des choses sur le cerveau sans être obligé de prendre un parti pris de naturalisation. Cette exposition qui a été faite par mon ami Jeanneret n'est évidemment pas visée, Dieu m'en préserve, par mes propos qui visent peut-être des gens qui sont d'ailleurs en voie d'extinction, et peut-être que mon procès est tout à fait dépassé, et trace de mon archaïsme. Donc, ce qui est clair, c'est qu'il y a des modules, des sous-modules, que l'évolution a façonnés et que la sélection naturelle a retenu pour faire ce cerveau d'humain, ce psychisme d'humain. Alors, sous les modules se cachent ce qu'on appelle des états mentaux. Alors, j'avoue que état mental, pour ne pas parler de psyché, me paraît un terme dont la définition est tout à fait vague et dont la valeur explicative me fait un peu penser à la vertu dormitive de l'opium. Hein. Avoir un état mental, la belle affaire. Hein. Je veux dire que on n'est pas tellement avancé après cette histoire d'état mental. Alors, bon, je ne vais pas du tout nier, hein, je ne veux pas cracher dans la soupe et nier les localisations cérébrales qui, je dirais, sont consubstantielles à mon être depuis mes études de médecine. Donc, ce n'est pas du tout ça. Et je ne vais pas non plus m'attaquer au jeu des réseaux, des circuits, des ensembles neuronaux. Mais ce qui me gêne un peu, et j'avoue que ce n'est pas une position très scientifique, mais c'est d'accommoder, si vous voulez, à la même sauce les états mentaux de Rimbaud et ceux de Joseph Prudhomme. Alors bon, c'est un préjugé poétique, hein, qui n'a pas de grande valeur. Je vous demande de me le pardonner, c'est rien. Mais il y a quelque chose déjà qui ne suit pas très bien, si vous voulez, dans cette position avec les états mentaux qui sont coextensifs à des états cérébraux. Alors, bon, les sciences cognitives postulent en effet, et n'ont pas tort, à l'exception près que je ne sais pas ce qu'est un état mental, que les états mentaux sont en même temps des états cérébraux. Parfait. Qu'ils entretiennent des relations de causalité avec les comportements. Selon toute évidence, on ne voit pas, à part un état cérébral, ce qui peut être responsable en causalité directe d'un comportement. Je m'empresse de dire que je ne fais rien intervenir qui soit extérieur au cerveau. Je ne veux pas prendre une position spiritualiste qu'on ne me fasse pas dire ce que je ne veux pas dire. Alors, il y a donc des mécanismes neuronaux complexes qui sont hypothétiques, il faut bien le dire, mais dont les expériences de neurophysiologie, je n'ai pas dit science cognitive, confirment la factualité. Alors, il y a des oscillations de potentiel de membrane. Vous en voyez des exemples dans l'exposition. Il y a des interactions synaptiques, des modifications de poids synaptique, des inhibitions, des excitations, des inhibitions latérales. Des fois, on voit comment un peu peuvent se faire les réseaux, comment ils peuvent évoluer, changer, etc. Tout cela n'est pas à rejeter, mais ça ne fait guère avancer la question de qu'est-ce que penser veut dire. Voilà. Donc, évidemment, devant une telle question, qu'appelle-t-on penser? On peut se référer à Heidegger, condition de le comprendre un peu, mais je crois pouvoir dire, sans choquer personne, qu'il est beaucoup moins difficile à comprendre que Patricia Churchland, par exemple, qui vous explique effectivement ce qu'est penser, avec la solide conviction d'un avatar tardif et un peu visqueux du positivisme inspiré du cercle de Vienne. Donc,
là, je suis un peu radical. J'aurais une petite tendance à faire un clin d'œil au psychanalyste et à André Green quand il dit « L'approche des sciences cognitives est une lobotomie théorique ». Bon, il ne faut pas le prendre trop mal, ça. Une lobotomie, ça veut dire qu'on pense en ne pensant pas, c'est tout, quoi. C'est que pour penser la pensée, il vaut mieux ne pas penser et s'en remettre aux faits. Voilà, c'est à peu près ça, le fond de l'histoire. Je vous propose une comparaison pour essayer de me faire comprendre, qui est celle de peut-on penser avec ses pieds? Alors, pour se déplacer d'un lieu à un autre, un homme dispose de différentes façons de marcher. On observe que les pieds sont alors en action, et il est aisé de conclure, pour un observateur même superficiel, que dans la marche à pied, le sujet, le corps, utilise principalement les pieds. Jusque-là, tout le monde me suit. Une étude plus détaillée montrerait que le reste du corps, tout le corps, participe à cette marche, les membres, les muscles de la posture, les organes des sens, les rétroactions, etc. Ça y est, on est dans la neurophysiologie, dans la neurobiologie de la marche. Dieu sait qu'aujourd'hui, on maîtrise parfaitement les réseaux qui contrôlent cette marche, son aspect automatique et volontaire, etc., etc. À ce niveau d'analyse, nous n'apprendrons plus rien sur la signification d'une telle marche. Alors, l'imagerie cérébrale, dont l'exposition vous montre des exemples tout à fait impressionnants, est un outil particulièrement efficace pour visualiser le fonctionnement du cerveau. Mais je prétends qu'il est à la psyché ce que les clichés de Muybridge sont à la marche. Si vous voyez ces clichés de Muybridge, bon, c'est très exactement, ça vous informe très exactement sur la marche, de la même façon que vous informent les clichés de Muybridge. Hein. C'est très clair. Vous avez des lignes sur le fond, des repères qui peuvent indiquer la vitesse de la marche grâce à la succession temporelle des images, mais rien ne permet de savoir ce qui pousse cet homme à marcher. Est-ce qu'il est en quête d'une récompense? Est-ce qu'il est payé par Muybridge pour marcher devant sa caméra? Est-ce qu'il a de l'amitié pour le photographe? Il travaille gratuitement. Finalement, est-ce qu'il marche dans quelle direction? Parce que les images de Muybridge ne nous indiquent pas s'il marche comme ça ou comme ça. Donc, on ne sait pas s'il avance ou s'il recule. C'est à peu près ce niveau d'analyse que je pourrais reprocher si vous voulez, à l'approche qui réduit la pensée à des images, fussent-elles extrêmement performantes, de RMN ou de PET scan. Donc, je crois que je vais conclure cette petite partie un peu polémique parce que, en citant Marc Jeanneret, donc, qui dit « Il n'est pas vrai qu'il est impossible de comprendre comment le sens est enraciné dans le biologique, mais le fait de savoir qu'il y trouve ses racines ne garantit pas qu'on puisse y accéder. » Donc nous sommes tous d'accord. La pensée a ses racines dans le cerveau, mais accéder à la subjectivité par le regard d'un sujet fait que peut-être la seule façon d'être une subjectivité vécue, c'est encore de penser par soi-même ou de penser par l'autre, comme je vais le montrer tout à l'heure, plutôt que de regarder penser, ne serait-ce qu'avec les instruments les plus performants et les épreuves les plus intelligentes que peut proposer l'ensemble des sciences cognitives. Encore que, on va revenir là-dessus, et que ma critique des sciences cognitives n'est qu'un certain aspect, si vous voulez, naturalisation de la psyché que je dénonce, et que pour le reste, les sciences cognitives permettent une compréhension tout à fait remarquable de ce que peuvent être certaines catégories de la pensée. Alors la pensée, pour moi, c'est effectivement un processus de... On y va.
de catégorisation et d'instrumentation de l'animal sur le monde. Donc, il y a action, agir. C'est le problème de l'agentivité de l'action. Il y a un sujet qui agit sur le monde, instrumente le monde. L'animal le fait très bien, quel que soit le niveau d'abstraction où cette catégorisation se situe. On peut catégoriser des objets de façon non agentive, si je puis dire, mais malgré tout qui relèvent d'une certaine compréhension du monde. Alors, la connaissance par ailleurs qu'a l'animal ou l'homme du monde est inscrite dans son cerveau sous forme de ce que convient les uns et les autres d'appeler des représentations, en pouvant discuter sur comment vont se former ces représentations et par quel support neuronal, extrêmement plastique, malléable, etc. Toutes les qualités que peut déployer le cerveau d'un animal peuvent trouver un support. Donc il ne s'agit pas de contester le support, il s'agit de s'interroger et d'admettre l'existence de catégorisation et de connaissance du monde, de représentation. Alors l'humain se distingue de la bête, j'emploie ce terme littéraire un petit peu par provocation, par la richesse extraordinaire et l'abondance des représentations qu'il a du monde. Ce que l'homme sait du monde est, à mon avis, de mon point de vue évidemment un peu partial, nettement supérieur à ce qu'en sait mon chien, bien que nous partageons l'un et l'autre un nombre important de représentations, et la force de mon argumentation sera d'autant plus forte que je vous dirai que je n'ai pas de chien. Donc, ne me laissez pas aller comme ça. Ces représentations sont donc réalisées dans des territoires cérébraux qui sont désignés pour recevoir des informations auditives, sensorielles, auditives, tactiles, visuelles, olfactives, et j'ai dû en oublier un. Et dans ces représentations, les neurones connectés en réseau vont emmagasiner une représentation du monde, justement, et d'autres neurones, qui sont indissociables de ceux-ci, vont se charger de l'organisation des déplacements, des gestes subtils de la main, dans lequel l'homme, qui, à la différence du singe, n'est pas un quadrumane, mais qui a deux mains utiles, mais qui est particulièrement expressive et techniquement très performante, et puis les mimiques faciales, et puis le last, et le must plutôt en matière de gestes et d'action sur le monde, ceux qui constituent les contractions vocales, la mécanique de la voix. Mais ce que je voulais juste dire, et sur le quoi j'insiste, c'est que image, au sens très, très large d'image, représentation, image, et mouvement sont indissociables. Le regard est un geste des yeux, le toucher réalise un don, une prise. C'est pourquoi je pense qu'on ne peut pas séparer représentation et action, et que je propose d'appeler ça des représentations. C'est un mot qui revient, autrement dit, dans les sciences cognitives, qui admettent implicitement que ce sont les mêmes codes qui vont supporter, puisque là on est dans le langage de l'informatique, ce sont les mêmes codes qui vont supporter le mouvement, le codage du mouvement et le codage de la représentation des objets et des mouvements, de manière où le monde est dans une certaine mesure lui-même mouvement. Alors donc, le terme de psyché, pour moi, est évidemment très différent dans la mesure où il va impliquer un échange de sens avec l'autre. C'est l'autre qui pense en moi et je pense à la place de l'autre. Donc, comme dans la fable, et c'est pour ça que cette fable est forte, de mon point de vue, Psyché est en quête d'un autre, en quête de l'éros, et c'est par l'éros que Psyché se réalise. Alors, les sciences cognitives, et c'est un mérite qu'il faut leur reconnaître,
ont pris maintenant, et vous avez pu le voir là aussi dans l'exposition, en compte la communication interindividuelle. Alors, la communication interindividuelle, au départ, dans la neuroinformatique, c'est des informations, et toujours dans le domaine de l'information, de l'informatique, des informations qui émanent d'un sujet, qui sont destinées à un autre, qui est capable non seulement de les décoder, mais d'en produire des semblables. C'est ce que fait le langage, mais c'est ce que fait aussi la compréhension que nous avons d'un geste, d'une mimique, de ce que fait l'autre. Nous savons ce que fait l'autre, et nous ne comprendrons ce que fait l'autre que dans la mesure où nous serons capables de simuler dans notre cerveau ce que fait l'autre et l'acte que fait l'autre. Théorie dite de la simulation. Donc, dans une approche strictement neuro-informatique, cognitive, il suffit d'identifier les codes dont dispose le sujet à sa naissance, codes qui sont stockés ou précablés dans des modules, qui lui permettent d'attribuer des états mentaux, et on revient à ce concept flou d'états mentaux, aux autres individus et de les identifier. Alors, ces règles existent. Certaines sont actuellement connues et modélisées en machine sous forme d'algorithmes. Il ne s'agit pas de dire que tout ça, c'est foutaise théorique. C'est vrai. Des algorithmes qui permettent, par exemple, dans le domaine du langage, d'opérer la segmentation du flux acoustique de la parole. Quand je parle, vous voyez bien que vous allez être dans votre tête, vous avez un code qui va séparer mes sons en mots, en phonèmes, et articuler ma phrase, et vous allez me reconstituer mon discours parce que vous avez la capacité de décoder dans ce flux sonore les sens qui sont portés en fragmentant par des procédés, par des règles qui peuvent être donc algorithmisées, cette segmentation de la parole. Il y a bien d'autres exemples. Mais on peut aussi sans difficulté, et c'est là où se situe mon propos, reprocher à ce face-à-face cognitif entre l'un et l'autre d'être celui simplement de deux superordinateurs, et évidemment ça manque un peu de chaleur humaine. Alors cette critique traditionnelle qui est faite par les contempteurs des sciences cognitives, dont vous n'en avez peut-être pas eu l'impression, je ne suis pas, néglige la révolution qui s'est accomplie au sein de ces dernières sous les influences conjuguées de la psychologie évolutionniste et du développement et des progrès de l'imagerie cérébrale, et puis de la psychologie du développement, et puis enfin parce qu'on se met un peu à parler de philosophie. Et c'est ainsi que Dassetti, qui travaillait avec Jeanneret, qui est placé à la tête de son unité à l'INSERM, parle d'un sens des autres. Un sens des autres qui est au même titre que les sens, l'audition ou la vision, une fonction multiple, une fonction composée, d'une part de la résonance motrice entre soi et l'autre, et d'autre part du processus de prise en perspective du point de vue subjectif d'autrui. Autrement dit, vous voyez que ça va se jouer, et ça, ce n'est pas simplement une affaire d'hommes, mais déjà les primates, et avec des niveaux de plus en plus développés, sont capables de ça, c'est de prendre le point de vue subjectif d'autrui. C'est un sens qui est inné et qui donc, comme toute fonction organique, a été façonné par l'évolution, et où on va retrouver un petit peu la règle de la récapitulation, c'est-à-dire où l'ontogénèse, le développement du nouveau-né, va un peu franchir les étapes, et c'est un jeu de la phylogénèse, et c'est aujourd'hui quelque chose que les spécialistes de la connaissance, de la cognition pratique, c'est de comparer les étapes du développement de l'enfant, depuis sa naissance jusqu'à son ultime développement de l'âge adulte, et puis les performances très variables que l'on va retrouver dans l'évolution. Un singe, c'est un cousin qui a
qui a, disait, un bonobo, si doué pour la communication avec les autres, il a quand même un embranchement qui doit être de l'ordre de 7 millions d'années. Il a dérivé, donc il a des caractères dérivés qui ne sont pas forcément des antécédents des caractères qu'on va trouver chez l'humain. Il faut bien savoir ça. Nous sommes dans le cadre de l'évolution et c'est très intéressant de trouver au niveau d'un hypothétique ancêtre commun ce qui va être l'ancêtre des capacités donc, cognitives de l'humain. Mais, et c'est ce dont l'évolution aura beaucoup plus de mal à faire la part, des capacités affectives, et c'est toujours ce sur quoi je vais revenir, toujours, de façon insistante, sur la capacité que l'on va voir apparaître chez des animaux qui appartiennent au groupe des mammifères, soit des primates, soit des hominiens ou des hominidés, de percevoir, d'avoir ce qu'on appelle, ce que je vais appeler la sympathie, que moi j'appelle la compassion pour l'autre. Alors évidemment, on ne va pas, je pense que dans les questions que vous me poserez, si je vous en laisse le temps, vous me parlerez de la compassion chez un chien, vous direz que votre chien, quand il vous reconnaît, il remue la queue, vous parlerez de ce qu'il peut y avoir des échanges, il faudra essayer de savoir la part de projectif qu'il y a en nous sur ce chien, la part d'apprentissage ou de reconnaissance. Est-ce que le chien est véritablement ce dont nous sommes capables quand nous parlons à quelqu'un d'autre de se mettre à notre place? Est-ce que quand il dit, il pense le maître est content, il sait dans sa tête, dans son cerveau, ce que veut dire être content? Est-ce qu'il est capable donc de prêter à l'autre quelque chose qui appartient à sa propre subjectivité? Là, évidemment, les choses vont être beaucoup plus discutables, et c'est au niveau des singes très proches de nous, évidemment des chimpanzés et des bonobos, que la question véritablement de se poser si déjà il n'y a pas une sorte de partage de subjectivité entre l'un et l'autre. Donc, il y a là l'autre qui tend un miroir à celui que j'appellerais ego, à la psyché, mais c'est sûr que le stade du miroir existe non seulement chez l'enfant de 18 mois, le futur adulte qui lira Lacan, et aussi chez un chimpanzé avec cette image. Donc le miroir, identifier l'autre dans la glace comme soi, c'est une performance cognitive qui n'implique rien de ce que l'on peut prêter de subjectivité affective à l'autre. Je crois que là, dans ce domaine, on n'en est pas là. Et puis, ce que la biologie va ouvrir, là, c'est un superbe livre d'images, mais ça ne sert à rien, je dirais, sur la question de l'être, c'est-à-dire sur l'ontologie. Cette neuroimagerie, cette imagerie du cerveau même qui pense, est un peu comparable à l'image d'un arbre avec ses racines qui plongent dans le sol, des branches qui hésitent entre s'élancer vers le ciel, c'est pas pour rien que je prends cette métaphore, ou de s'entremêler avec celle des arbres voisins pour former une forêt dense. Mais là encore, le reproche qu'on va pouvoir faire aux sciences cognitives, absorbé dans l'observation de l'écorce, ne nous dit rien d'une profondeur qui s'épuise à la surface de l'image. Alors sous cette peau de l'âme circule donc une sève qui alimente la substance de l'arbre. Je suis assez content de cette métaphore, je vous avoue. Je pense que vous n'en avez pas saisi tout le sel, peut-être certains d'entre vous. Donc j'insiste lourdement, c'est que nous sommes à la description de l'écorce. Nous disons l'écorce. Cette écorce, elle va recouvrir aussi les branches, qui aspirent probablement vers les croyances, la spiritualité, Dieu, etc. Et puis, c'est surtout que cette écorce recouvre des branches qui lient
entre elles, ces arbres qui vont former cette société des humains, mais on ne sait rien de ce qui circule sous l'écorce. Cette chair, cette sève, alors, qui constitue la substance, je dirais. Alors, là, si je voulais pousser la métaphore un peu loin sur le plan philosophique, je vous signalerais que c'est en distillant la sève de certains arbres qu'on obtient ce qu'on appelle l'essence. Alors, substance et l'essence, point de suspension, je laisse ça à votre plaisir ou à votre connaissance. Donc, ce que nous disent les sciences cognitives, c'est que nous avons et l'électrophysiologie d'ailleurs, et la neuroimagerie, c'est que nous avons dans notre cerveau des dispositifs en miroir qui nous permettent de simuler, c'est-à-dire de nous représenter dans notre tête ce que fait l'autre, surtout au niveau de l'action, que dans une certaine mesure, cette action est supportée par des émotions, par de l'affect, et qu'à partir, on peut supposer qu'à partir de cette capacité de simuler dans notre cerveau l'acte de l'autre, en nous représentant, nous, sujets, faisant cet acte, peut être le fondement de ce qui va être l'essence de l'humain, c'est-à-dire cette sympathie, cette compassion pour l'autre, ou cette contre-passion pour l'autre. Mais dans son principe, on ne trouve rien, ou presque rien, chez l'animal qui puisse nous aider à comprendre, si ce n'est que, c'est vrai, vous connaissez les fameuses histoires des neurones miroirs, on apprend à un singe à faire un geste et on enregistre certains neurones qui vont accompagner la réalisation de ce geste, ce qui n'a rien d'étonnant. Il y a des neurones moteurs dans le cortex préfrontal qui sont là pour organiser le mouvement. Mais ce qui est intéressant, c'est l'expérience de Risolati qui est peut-être plus forte sur le plan métaphorique que sur la réalité. Dans ces aires 45 du cortex préfrontal, vont trouver donc des neurones chez un singe qui sont capables non seulement de s'activer avec le mouvement du sujet, mais quand l'autre, que ce soit l'expérimentateur ou un singe à qui on a appris à faire le même geste, fait ce geste-là, eh bien les mêmes neurones vont s'activer comme si dans la tête du sujet, eh bien, le geste qu'il voyait chez l'autre, il le refaisait mentalement. D'accord ? Alors ensuite, il y a toute une série de problèmes que discutent les savants, les scientifiques, c'est de savoir comment attribuer à soi-même justement un geste, savoir si c'est le même mécanisme neuronaux qui accompagne le geste de l'autre et le mien, comment un geste m'est-il attribué? Comment est-ce que je sais que c'est moi qui fais ce geste-là, par exemple? Bien bon, il y a toutes sortes de troubles pathologiques chez le sujet ou de tests qui permettent de tromper le sujet, qui font que quelquefois, le sujet ne reconnaît plus son propre geste. On peut le piéger, ou dans des cas pathologiques, vous savez qu'il y a des sujets qui sont incapables de s'attribuer un geste et qui disent c'est un autre, c'est un usurpateur, et l'autre non plus n'est pas l'autre. Alors il y a des difficultés de reconnaissance, il y a les prosapognosies. Alors les prosapognosies, c'est le sujet qui ne reconnaît pas le visage familier, les visages, ou même quelquefois qui ne reconnaît pas du tout les visages, selon l'étendue des lésions. Mais ce qui est intéressant dans la prosapognosie, c'est que non seulement il ne reconnaît pas le visage des autres, mais du coup, il ne reconnaît pas son propre visage. Donc, il ne reconnaît pas son visage dans la glace, notamment. Donc, ce qui va poser des problèmes au niveau de la subjectivité de ce bonhomme. Il y a le syndrome de Capgras qui considère que les gens qui sont là sont des usurpateurs. Et jusqu'à ce l'homme qui agit en vous est aussi un usurpateur. Alors ça passe pour des délires, en réalité, on peut très bien les interpréter au niveau de la science neurologique, je dirais, sans avoir à faire appel à des concepts psychiatriques, je dirais psychiques, au sens
distincts de l'organique tel que l'entretient ce fameux clivage entre la psyché et le corps, qui évidemment, vous l'avez, je l'espère, compris, n'est pas tout à fait ce que je crois. Donc voilà, les dispositifs sont en place. Mais la passion de l'autre, par contre, on ne s'explique pas si on n'a pas recours à derrière tous ces mécanismes d'identification de l'autre, tout ce partage de savoir avec l'autre, tout ce partage de technicité, de gestualité, si dessous, et c'est là mon point de vue, il n'y a pas de l'affect, s'il n'y a pas le désir de l'autre, s'il n'y a pas les passions. Alors, je n'ai pas le temps, parce que c'était mon véritable sujet, de vous parler de ces systèmes désirants qui sont au corps de la bête, mais qui vont prendre un sens très particulier chez l'humain, ces fameux processus opposants, ou qui fait que quand vous avez des désirs qui vous apportent des plaisirs en même temps, il y a des mécanismes qui font que vous avez des pulsions affectives qui tirent en sens inverse, ce qui fait que vous êtes toujours dans une sorte de dialectique du bon et du mauvais. Mais c'est très simplifié. Mais ce qui veut dire que ces systèmes désirants vont prendre du sens chez l'humain du fait qu'ils vont sous-tendre des performances cognitives et des performances, je dirais, motrices et perceptives particulières. Mais c'est la rencontre des deux, et c'est le fait que ces capacités cognitives, tout d'un coup, émergent sur du sens qui est donné par les systèmes désirants, que jaillit l'humain. L'humain jaillit de la passion pour l'autre qui devient une passion pour soi. L'homme, en fin de compte, est épris de lui-même, ce qui peut se retourner de toute façon, et on sait bien, sans faire de la grande philosophie, que la détestation de l'autre, c'est avant tout de la haine de soi. Donc, c'est ça qui est en place, et c'est donc les émois et les tourments couplés dans ces systèmes de processus opposants qui sont au sein de ce que j'ai appelé l'état central fluctuant, lequel je ne me suis pas étendu, qui vont régler la coïncidence, le partage avec l'autre. Vous savez que je simplifie quelquefois en disant que l'individu, qu'il soit un animal ou un homme, est un état central fluctuant, c'est-à-dire qu'il a un espace extracorporel, qui est l'espace sur lequel il agit et par lequel il est agi, et puis il y a un espace corporel et puis une dimension temporelle. Mais c'est ceci qui se conclut au sein du cerveau et qui est le support de la subjectivité. Mais dans l'espace extracorporel de l'homme, il y a donc un monde qui est porteur de sens, parce qu'il a été, je dirais, agi par le sujet. Le nouveau-né, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais progressivement, il fait une expérience du monde en le palpant, en le sentant, en le regardant quand il va pouvoir, en l'écoutant. Et en même temps, il va façonner ce monde à sa convenance, ou tout au moins à son désir. Et il va se passer ce phénomène qu'on appelle l'affordance, qui est que ce qui va être retenu du monde, ce qui va avoir du sens dans le monde, c'est ce que je vais connaître du monde. Par exemple, une chaise, un micro, n'importe quoi. De toute façon, l'affordance fait que je vais sélectionner dans le monde les objets qui vont m'intéresser, auxquels je vais avoir des relations affectives. Et parmi ces objets du monde qui vont être le support de l'affordance, il y a les autres. Et il y a le premier autre qui est évidemment la mère. Et les systèmes de liens affectifs n'ont évidemment rien à voir avec l'affordance. Mais quand ils vont s'exprimer sur un animal qui est pourvu de ces dispositions pour identifier
l'autre et tirer sa propre identité de l'autre, eh bien évidemment, tout l'humain va se mettre en place. Hein. Bon, je passerai très brièvement sur les hormones, mais peut-être vous voudrez y revenir parce que c'est quand même là où on m'attend. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien que de très ordinaire dans l'ocytocine qui est sécrétée lorsque le lien se crée entre deux individus, hein, qu'il s'agisse d'un ouistiti ou d'un campagnol de prairie américain ou un campagnol de montagne. Hein, quand il y a de l'ocytocine qui est libérée dans certaines régions, il y a des circuits affiliatifs qui s'ouvrent. Hein, on est dans le neurone, et puis l'autre qui est en face, eh ben, c'est le coup de foudre, ou c'est mon petit, je l'aime, etc. Mais le campagnol ne dit pas je l'aime, mais n'empêche qu'il reste fidèle à la campagnole, quand c'est un campagnol des plaines. Hein. Parce que quand c'est un campagnol de montagne, il est inconstant, il va de femelle en femelle. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas de récepteur à l'ocytocine, par un défaut génétique. D'où les adaptations au monde. C'est pour ça que le moi de l'affordance, Gibson appelle ça le moi écologique. Parce que le monde d'un campagnol fidèle n'a rien à voir avec le monde d'un campagnol infidèle de montagne. Par exemple, sa perception du monde sera infiniment plus large. Alors, si on veut faire de l'anthropomorphisme, on dirait que le monde, votre monde s'élargit à la mesure de votre fidélité, parce que vous avez à protéger, élargir le territoire pour lequel vous allez alimenter l'autre, etc. C'est-à-dire que vous voyez comme la générosité au cœur du geste de l'humain vers l'autre, finalement, élargit, comme chez le campagnol, élargit son champ d'action, son domaine, son écologie. Vous avez aussi un exemple qui m'est cher. Voilà, mademoiselle, vous arrivez pour le ouistiti maintenant, qui est beaucoup plus facile à imiter que le campagnol, parce que je ne sais pas comment on dit en langage campagnol. Vous arrivez à dire campagnol? Et ouistiti, faites-moi ouistiti. Voilà, ouistiti. Alors, ouistiti, le ouistiti est fidèle aussi. Je fais l'éloge de la fidélité. Mais le ouistiti et la ouistiti forment un couple et ils font l'amour tout le temps, en dehors des périodes de reproduction. Et ce qui est extraordinaire, il leur donne cette dimension humaine, je n'ose pas dire chrétienne, même malgré l'évolution de l'Église, que quand il y a quelque chose qui ne va pas dans le couple, que la ouistiti voit une autre femelle rôder dans les parages, ou bien qu'il s'est perdu un petit, c'est un drame qui touche les ouistiti, eh bien immédiatement la femelle se met en mesure d'attirer son mâle de façon à le faire coïter fréquemment, même à longueur de temps, de façon à ce que, car c'est un réflexe qui existe aussi chez nous, dans notre cerveau, l'orgasme, ou plutôt la stimulation des parties génitales, disons, provoque la libération d'ocytocine dans le cerveau. Donc, comment resserrer le couple? Je n'en fais pas je ne suis pas ici en train de venir vous faire une prédication pour la fornication à outrance comme ciment de votre couple. Hein. Mais c'est vrai que ça resserre immédiatement le couple de ouistiti et que, évidemment, on est tout à fait à l'opposé de cette morale de la souffrance qui est la morale chrétienne telle qu'elle nous a été transmise par quelques pères célibataires qu'on appelle les pères de l'Église. Vous savez que célibataire, de façon étymologique, c'est qui aspire au ciel. Donc voilà, vous avez dans le cerveau ces molécules de lien qui vont être capables d'activer des réseaux cérébraux, etc. Donc, vous pouvez expliquer génétiquement, chez un campagnol, chez un ouistiti, voire chez un singe, voire chez un homme dans une certaine mesure, les troubles de la
filialité ou de la capacité à former des liens. Car ça s'étend, évidemment, je parle parce que je sais que ça fait toujours plaisir d'en entendre parler, mais c'est valable aussi pour les comportements de paix, d'apaisement, etc. Donc c'est pas lié qu'au sexe, hein. Je ne suis pas obsédé à ce point. Mais on peut aussi retourner le problème de la violence. La violence, c'est le désir de nuire à l'autre, c'est un processus addictif. On peut être addictif du sexe, on peut être addictif de la drogue, on peut être donc addict du plaisir, mais on peut être aussi de la souffrance, et de la souffrance attribuée à autrui, qui est une façon, dans le fond, de jouir de la souffrance d'autrui dans la connaissance de sa propre souffrance, de sa propre douleur, hein. Donc là, ça devient difficile à expliquer par les simples règles, je vous avoue, par les simples données de la biologie évolutive, ou même de voir comment, chez l'enfant, on va tout de coup voir naître un méchant. Vous voyez, le genre d'explication que vous donne, il y a un exemple que j'ai découvert récemment dans une publication de Nature sur la méchanceté. Voilà la méchanceté, voilà quelque chose de spécifiquement humain. Alors que la violence, l'agressivité, ça peut être animal. Mais un animal se bat pour défendre ses petits, il se bat pour défendre son territoire, il a toutes sortes de bonnes raisons de se mettre en colère et de menacer ou d'attaquer. Mais l'homme, vraiment gratuitement méchant, Schopenhauer donne un exemple de méchanceté. C'est l'exemple de deux individus qui se trouvent, et l'un a perdu son chemin et demande à l'autre de lui indiquer son chemin. Et l'autre, on ne sait pas pourquoi, lui indique un mauvais chemin pour le faire se perdre volontairement dans la forêt. C'est un exemple de méchanceté qui est typiquement humaine. Alors je vous raconte une expérience qu'on a réalisée chez des geais. Les geais de chez nous, les geais européens, ils ont l'habitude de cacher un petit peu la nourriture, l'enfouir un peu, la dissimuler, les cailloux, le sol de la cage quand on reconstitue un biotope, pour que les autres ou pour garder, pour faire des réserves. Alors quand ils vivent en société, tout le monde sait à peu près où l'autre a mis sa nourriture. Alors dès que vous isolez un jet et que vous mettez un rideau qui le sépare des autres, immédiatement, il change les cachettes. Méchant. C'est pas sûr qu'il soit méchant. Je crois qu'il y a une valeur adaptative assez nette à cela, tout au moins en ce qui concerne l'individu. Et la preuve, c'est que les gens qui dissimulent la nourriture en cachette des autres, qui les trompent donc sciemment, on peut l'espérer, sont des voleurs, sont les voleurs. C'est les voleurs qui font ça, ce n'est pas les autres. Ceux qui n'ont jamais volé, ils ne cachent pas les trucs. Donc vous voyez qu'il y a là quelque chose qui prouve que c'est un mécanisme adaptatif, etc., qui a une connaissance, et que c'est pas finalement, c'est pas du tout gratuit. Donc évidemment, expliquer la méchanceté, vraiment la méchanceté, ou le ressentiment, hein, l'envie qui occupe la société contemporaine, par exemple, où on n'a plus d'autre objectif que d'en avoir plus dans son assiette que le voisin, hein. C'est quand même quelque chose de spécifiquement humain. Spécifiquement. L'envie, ce que Nietzsche appelle le ressentiment, c'est un mot extraordinaire, ressentiment, hein, qui partage l'espèce humaine. Après, les conclusions qu'il en tire sur le christianisme ont donné lieu à beaucoup d'interprétations un petit peu gênantes pour le philosophe, mais enfin, c'est quand même génial, son livre sur la généalogie de la morale, c'est quand même un livre fabuleux. Eh bien, le ressentiment, c'est quelque chose de spécifiquement humain. On ne peut pas comprendre ça. On ne peut pas comprendre ça avec les neurosciences. Les neurosciences ne nous apprennent rien sur cette spécificité de l'être dans le ressentiment, de l'être méchant.
Et comment pouvez-vous penser un instant au caractère adaptatif de la Shoah? C'est impossible. C'est impossible. C'est pas adaptatif, c'est pas vrai. Hein? C'est pas possible. La méchanceté, c'est pas possible. Comment pouvez-vous comprendre la haine de soi? Comment pouvez-vous comprendre les croisés, par exemple, qui, au nom du message du Christ, quand même, en voyant cette foule d'hommes, il fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient harassés et abattus comme des brebis sans pasteur, hein? Matthieu 9, 36, eh bien, vous les voyez, ces chrétiens, en train de dépecer, détriper, de violer au nom du Christ. Il y a quelque chose qui ne peut pas être de l'ordre de l'animal. Vous voyez même le prototype de la compassion, peut-être l'être de compassion par excellence, au-delà du Christ dont on peut penser qu'il est peut-être tellement trop compatissant pour être pas honnête, ne me faites pas dire ce que je veux dire, mais bon, c'est une image, disons, c'est une représentation sublime de la compassion, mais un être de chair, un qui a vécu quand même, hein, XIIIe siècle, donc François d'Assise. François d'Assise, quand il avait 18 ans, il est allé participer à un carnage épouvantable, la bataille de Colestrata, où il était pourvu d'une armure que lui avait payée son père, il avait un cheval, il a sûrement étripé quelques gens de Pérou, l'ennemi héréditaire et Gibeline d'Assise la Guelfe. Et puis il s'est retrouvé prisonnier, puis là il semble qu'il s'est passé quelque chose dans sa tête. Après ça devient cet être de compassion qui pousse la compassion à un point dont on n'a pas, qui n'est jamais ridicule et qui est toujours d'une humanité. Enfin bon, on ne se lasserait pas de parler de cet être qui... Mais il est l'humain, il est l'humain total. Mais il est le même humain que Gilles de Rais. Gilles de Rais ou Erzsébet Báthory, où j'avais pris un exemple, je ne sais pas ce que j'en ai fait, pour montrer qu'il y avait quand même la valeur adaptative. Non, c'était une description je ne sais pas ce que j'en ai fait de la valeur adaptative de ce truc que j'ai lu dans Le Monde, par exemple, où on peut penser que c'est adaptatif, mais où malgré tout, il était environ 22 heures le samedi 2 mars 1957, quand une unité de soldats parachutistes conduits par le lieutenant, vous avez tout de suite déjà reconnu qui était ce lieutenant, fait irruption aux 7 rue des Embasserages, une très jolie rue que je connais dans la Casbah. Une belle maison rectangulaire de style mauresque située donc dans la Casbah. Ils étaient une vingtaine, ils ont défoncé la porte de la maison pour entrer. Mon père s'attendait à être arrêté à tout moment, car la nuit précédente, ils étaient déjà venus dans l'espoir de l'embarquer, mais il n'était pas là, se souvient le fils âgé de 12 ans à l'époque. Le père comprend le sort qu'il attend. Je dirais d'ailleurs, en termes d'éthologie, la résignation dont fait preuve la proie quand le prédateur va la dévorer. Donc nous sommes là dans la stricte éthologie et dans la stricte animalité. Il a voulu mettre ses chaussures, mais les soldats lui ont dit « ce n'est pas la peine », raconte le fils. Ensuite, il a eu le temps de dire à ma mère « prends soin des enfants », roué de coups, puis entravé, totalement nu entre deux des piliers du patio intérieur de la maison. Le père est torturé devant ses enfants, rassemblés autour de leur mère, 37 ans, qui porte dans ses bras sa dernière-née, âgée de 4 mois. On inflige au suspect le supplice de l'eau, qui consiste à le noyer en lui faisant ingurgiter des litres de liquide auxquels on a ajouté du savon. Mon père se débattait, son ventre était devenu énorme, un para lui saute dessus à pieds joints, j'ai eu la chance de faire partie de ce corps d'élite. Dans la bouche, on lui avait mis une serviette qu'on lui retirait de temps en temps, alors il vomissait, immédiatement après, on le gavait de nouveau de litres d'eau, et ainsi de suite. Alors, je vous ai parlé de l'état central fluctuant, il est clair que l'état central du lieutenant X est parfaitement homogène. Sa dimension temporelle fait référence au comportement violent intraspécifique observé chez de nombreuses espèces, les taureaux qui attaquent les autres taureaux, les coqs qui sont capables de s'entretuer, pour ne citer que ces symboles. Et Benfeld insiste sur le caractère spontané des comportements violents intraspécifiques.
il n'est pas induit par la seule action d'un déclencheur déterminé. Nous constatons plutôt que les animaux qui n'ont pas pu se battre depuis longtemps sont toujours prêts à le faire, évidemment poussés par le mécanisme de leur propre instinct. On est dans l'instinct. Ils recherchent alors activement une situation conflictuelle qui leur permette de libérer l'énergie longtemps accumulée des souris et des rats, etc., en dehors de tout contexte social, choisissent de façon préférentielle la branche du thé où les entend un congénère prêt à violenter. Donc il y a un instinct de violence qui se manifeste dans certaines conditions chez l'animal et qui existe évidemment de façon tout à fait manifeste chez le lieutenant en question. On peut, d'une certaine façon, considérer que cet appétit pour la violence est un renforcement positif au niveau des systèmes addictifs. Mais on peut s'interroger aussi sur le caractère adaptatif de tels comportements, sur leurs avantages sélectifs, et il est clair que la défense du territoire apporte une réponse très nette à cette question en assurant notamment la dispersion des mâles reproducteurs, un frein à la surpopulation et à l'épuisement des ressources qui en découlent, une pression à coloniser de nouveaux espaces, enfin l'élimination des plus faibles. Le lieutenant est fort, c'est un bon reproducteur, il l'a montré, sa descendance existe encore, un patriote qui défend son territoire, l'Algérie française. Donc nous notons que la psyché du lieutenant X ne présente aucun signe de dérangement, dépossession de soi, que ses capacités cognitives et techniques, autrement dit le fonctionnement de sa raison, sont tout à fait intacts, puisqu'il va torturer de façon très intelligente, de façon à obtenir ce qu'il cherche, c'est-à-dire des renseignements, et l'agonie donc se termine, etc., etc. Je ne voudrais pas stigmatiser la personne du tortionnaire. Je reviendrai sur la question du bourreau, mais il s'agissait de montrer le caractère adaptatif de la violence, qui est lié à son origine évolutive, et de voir ce que l'homme, par le fonctionnement très spécifique de sa psyché, est capable de faire avec un comportement adaptatif. C'est un exemple singulier qui est un peu chic et choc, mais je voudrais bien insister sur ce caractère, sur ce que je veux dire ici, de la spécificité humaine dans la contre-passion, au même titre que elle a été vue à propos de la compassion. Alors, je vais terminer maintenant en évitant de vous désespérer par ces images de la contre-passion, parce que si aujourd'hui, effectivement, on vit dans le ressentiment, si on vit dans l'envie, si la violence éclate un peu partout, je crois qu'il ne faut pas tenir pour négligeable cette nouvelle religion qui ne relève pas a priori d'une transcendance, ou tout au moins celle-ci est-elle laïque, mais qui exprime de façon extraordinaire et très puissante ce besoin de l'autre et ce besoin d'aider l'autre, qui est ce qu'on appelle l'humanitaire. Jamais la détestation du prochain n'aura été si grande et jamais, d'autre part, la compassion n'aura été autant à l'ordre du jour. On parle beaucoup de compassion. Donc je crois que dans la figure universelle de la compassion, je voudrais identifier le passage mystérieux de l'animal à l'homme, du trafic des hormones, je vous en donner quelques exemples, au trafic des symboles, et de l'union sexuelle de deux corps qui se désirent, même si d'origine hormonale, à la passion partagée, toujours menacée de déchirement, contre-passion, qui lie Psyché à Eros, avec cette pénétration réciproque par la flèche de Cupidon blessé, et en retour dans sa propre chair par la faute de la belle. Alors bien sûr, les neurones miroirs, les activations des aires corticales, je ne vous en ai pas parlé, qui au cours des gestes
au cours de la simulation et tout ça, vont fournir un substrat anatomique à cette compassion. Mais il n'y a que l'homme qui va être capable grâce probablement au langage qui lui-même naît de cet effet miroir, de cette partage de la subjectivité. Je ne crois pas que le langage naisse de capacités techniques particulières. Le langage n'est pas probablement, contrairement à ce que pensent certains, un prolongement de l'outil, même si les aires du langage et les aires qui président à la création de l'outil sont proches. Ils n'ont pas probablement, s'ils ont des origines voisines, le même sens et ils ne découlent pas l'un de l'autre. Je pense que les capacités techniques que peut acquérir un singe, les capacités techniques dont est capable l'homme, doivent être dissociées de cette capacité de parler. Je crois que le langage émerge du pathétique. Il est de façon primordiale le pathos, je crois, lié au pathos, lié à l'éprouvé de l'autre et à l'éprouvé de soi par rapport à l'éprouvé de l'autre. Je crois que le langage vient du cri plus qu'il ne vient de la technique. Je crois que c'est cette façon extraordinairement développée, compliquée, nuancée qu'a l'homme d'exprimer la mélodie continue de ses affects et de le faire savoir à l'autre à travers des choses qui dépassent singulièrement le cri et qui reposent sur ses capacités cognitives et gestuelles si perfectionnées qu'on peut comprendre d'où vient le langage et qu'on peut comprendre comment la compassion, ontologiquement, ce pouvoir de don et d'abandon, ou cette capacité d'accueil de l'autre en tant qu'autre, peut conduire au fondement de l'humanité. Il y a un philosophe qui s'appelle Jean Ladrière qui a dit « La raison n'est ni la première ni la dernière instance de l'existence humaine ». Donc, le langage, c'est pas le fin du fin de la motricité. C'est pas le fin du fin du décodage des prouesses gestuelles, même si c'est fait avec la langue et la gorge. Ce qui est la prouesse humaine, et encore on ne doit pas appeler ça une prouesse, c'est le pathos, c'est la capacité d'être affecté et d'affecter l'autre. Je crois qu'on n'a pas assez considéré que la conscience est en soi un affect. Le monde vital, ce que les phénoménologistes appellent Lebenswelt, c'est-à-dire le monde de la vie, chez Husserl, son monde originaire se manifeste dans les affects. Le langage d'avant la raison, le langage sur lequel naît la raison, jaillit au sein d'un ensemble de sensations qui sont porteuses de sens. Le sens vient du pathos, le pathétique, émouvant par son contenu passionnel, autant que la raison qui détermine l'essence de l'homme. Comprendre, c'est d'abord compatir et dans un mouvement inverse, prétendre, c'est susciter la compassion de l'autre. Alors, tout mon savoir, je tiens des autres, ce qui d'ailleurs nous éloigne, entre parenthèses, de l'acception kantienne de la transcendance qui concerne les conditions a priori de la connaissance. La première phase de la métaphysique d'Aristote, tous les hommes aspirent par nature à la connaissance, peut alors s'étendre comme l'expression d'un besoin naturel des autres, puisque la connaissance passerait par les autres. Alors cette intériorisation de l'éprouvé de l'autre suscite bien sûr le désir, c'est le désir de l'autre, un désir qui va basculer à l'infini, et c'est pour ça que je ferai une petite référence finale à la transcendance, un peu à cette façon. Vous rappelez cette publicité de Ripollin, certains d'entre vous sont assez vieux pour ça. Ripollin, il y a un monsieur qui écrit Ripollin dans le dos de l'autre, et dans le dos de ce monsieur, on écrit Ripollin et Ripollin et Ripollin. Et c'est finalement ce que j'appellerais l'effet Ripollin, qui est peut-être l'origine de la transcendance et de la quête de Dieu.
Alors l'homme et ses dieux, bon, il est aujourd'hui bien seul, cet homme, dans un monde qui est tout à fait désenchanté, paraît-il, et l'autre est un peu rare chez l'homme aujourd'hui, où il y a bien entendu le triomphe de la raison qui, sans exclure l'autre, n'aide pas à la compréhension de l'autre. Alors je crois très sincèrement que le savoir de l'homme augmente, et pas seulement dans le domaine de la technique, et porté par une compassion qui demeure plus que jamais dans sa nature profonde. Voilà. Donc je pense que j'ai parlé des sciences cognitives. Je voudrais rendre un petit hommage tardif qui est peut-être l'expression d'un certain regret d'être passé à côté volontairement à la psychanalyse. Rassurez-vous, connu pour avoir été psychanalysé par une guenon, je n'ai pas sur le tard, agité par le remords, cherché un divan qui m'accueille, mais il faut bien dire que peut-être que la psychanalyse, plus que les neurosciences, et c'est en ça que les neurosciences s'enrichiraient de leur fréquentation, par la découverte de ce sap pulsionnel qui est supérieur en puissance à celle d'un moi fragile, a la première relevé le défi d'avoir à rendre compte d'un homme qui est mu par ses passions et ne pouvant s'appuyer que sur une rationalité toute relative, une rationalisation qui est experte à faire passer pour raison véritable ce qu'elle veut dissimuler, derrière ce qu'elle veut dissimuler, un maître qui est l'irrationalité pulsionnelle passionnelle, qui ne recule devant rien pour obtenir les satisfactions après lesquelles elle court. Je pense qu'à parler de la compassion, j'ai un peu oublié de parler ce qui est généralement le thème principal de mon discours, qui est le désir. Mais je crois que, justement, par le biais de ce désir que l'on commence à appréhender, et pas seulement par l'intermédiaire des neurotransmetteurs, il y a un défi comparable aux neurosciences qui s'ouvrent aujourd'hui. Pour amener Psyché dans le corps biologique, je citerai Jean-Paul Sartre, qui n'est pas la cup of tea des neurophysiologistes. Et par psyché, il dit « Nous entendons l'ego, ses états, ses qualités et ses actes. L'ego, sous la forme grammaticale du je et du moi, représente notre personne en tant qu'unité psychique transcendante. » Alors il me semble, rassurez-vous, je vais finir là-dessus, que le transcendant désigne ici l'essence du sujet, ce qu'on appelle le Dasein, dans une perspective phénoménologique qui, de mon point de vue, pourrait conduire à une biologie de la conscience authentique, c'est-à-dire libérée de son objet, et ce que j'appelle compassion rejoindrait le concept d'Einfühlung, repris par Edith Klein, vous savez, cette juive allemande morte en déportation et sœur dominicaine qui a été récemment canonisée par le pape, qui pour une fois n'a pas fait un choix discutable. Espèce fondamentale d'acte intérieur dans lequel je saisis ce que l'autre est en train de vivre. La manière dont l'homme saisit la vie psychique de son semblable. Alors en observant le substrat biologique qui vous est abondamment montré ici, sur lequel se constitue la personne, le neuroscientifique ne cherchera pas à éclairer un étage de signification qui n'est pas le sien, mais déblayera les conditions de l'accès à ces niveaux de conscience, apportant à une phénoménologie pure le soutien dialectique d'une biologie qui puise ses ressources aussi bien dans l'évolution des espèces et le développement de l'individu que dans l'épanouissement d'une pensée appliquée à ce penser, et comme dirait mon ami Jacques Eppelbaum, poilonné. Voilà, merci.